Bonjour à tous, bienvenue dans Mercredi Startup. Aujourd'hui, on est le 11 novembre 2020 et nous allons bientôt commencer. Donc, encore quelques minutes avant, quelques secondes en fait, on va commencer dans 30 secondes. All right, allons-y. Donc, mercredi 11 novembre, super content d'être ici avec Julien Smith, collègue entrepreneur qui a cofondé Breather et cofondé plus récemment Practice. Très heureux de t'avoir avec nous aujourd'hui, Julien. Merci de me recevoir. Super cool d'avoir. Comme à chaque 2 semaines, on accueille des entrepreneurs pour parler d'entrepreneurship, parler des vraies choses reliées à la fondation de l'entreprise, les challenges, les choses qui nous rendent fiers comme entrepreneurs. C'est un peu le chat que je voulais avoir avec Julien. Julien fait partie de ce petit groupe d'entrepreneurs qui ont été capables de monter une scale-up depuis Montréal. Il n'y en a pas tant que ça. Très heureux de t'avoir avec nous puis de pouvoir justement échanger sur tout ça. On peut, tu sais, dans cette entrevue, on va basculer de l'anglais au français. Julien et moi, on a plus l'habitude de se parler en anglais, mais ça va être naturel, puis on est plus dans un mode chat informel. Donc, merci d'être avec nous aujourd'hui, chers participants. On a avec nous donc Julien qui a cofondé Breather en 2013, 2012, rappelle-moi la date exacte. Genre, oui, 2013, ouais, la première ronde. Ouais. C'est ça. So, and I remember trying my first breather on Bernard. You had like 4 addresses. Right? Yeah. You had Bernard. I think you had, was it Saint-Henri? In Saint-Henri, you had an address as well, and you were sort of testing those out. Is that correct? It was like 2014, I think. Yeah, 2013, 2014. It was an early phase where, I mean, we're always trying to learn. But yeah, that was the earliest of all, for sure. So from then to 2020, right? 6.5 years in that project, you're still a member of the board of Breather? Yes. If I'm not mistaken, right? You're still Are you chairman still of the board, or you're chairman at a startup doesn't? It's just means kind of ex-CEO or something. Yeah. But yeah, yeah. Yeah. It sounds like a big title, right? But it really does. It really does. Very, very serious. It's super. It sounds. Yeah. So 6.5 years into that, you know, lots of ups and downs. Let's start with the beginning. What led you? Because you were doing a bunch of things before. What led you to sort of jump out there and you know, come up with this crazy idea and get funding behind this, you know, and call it Breather, right? So let's start with that. Where did that come from? Yeah. So, you know, I never intended to start the business that I did. I had been a writer of business books, again, by accident, because I was early on in social media and I was sort of picked alongside a co-author to write one of the first social media books that ever existed. And it's still published today. The 10th anniversary edition just came out recently. And it was a big bestseller at the time. And I'd written a number of different books. And after my third book, I thought I had this really interesting idea around privacy and space and how space is super valuable. And I connected the idea of an electronic lock with a mobile phone around 2013 or something. And I said, if I can get an app to connect to a phone, I had just used Uber very early on when it was just in San Francisco. And I thought, if an app can connect to a lock and unlock that door, that's very, very powerful. If it could connect to 100 doors or 500 doors or something.
And I thought, I don't know what this is going to become, but it is worth doing, even if I fall flat on my face. And I have always thought of brands. I come from a marketing background. I always thought of brands as being something that you should want to be a part of. And so for me, the idea that I resisted the idea for too long that this should be like a meeting space or an office space type of company. And I wanted it to really represent something. And for us, and for me specifically, space represented privacy and peace and the ability to get away. And so this word breather was a very important connected word for me, the ability to get away and get something, get into a different space. And then I bought breather.com for a shockingly cheap amount of money. And how much? How we ended up. It was. I want to know how much. Yeah, it was $7,500. Originally $10K. It was an amazing deal. And then we got @Breather on Twitter from a Spanish dude who he happened to be going on vacation and needed like $1,000. And we had to, my fiance had to translate the negotiation from English to Spanish, and we were off to the races from there. That's amazing. And it's like, never started a business before, like a startup, right? Yeah, not a venture-backed company. Yeah. So it takes a lot of chutzpah, to decide and also, I remember you telling an anecdote about how you started marketing in the US and New York, and we're gonna touch on that as well. But so you launch Breather. You've got some pilot sites to test on, and when is the point where, because I want to talk about milestones. When is the point where you realize that you had reached a product market fit? When did that happen? How did you know you hit it? Yeah, that's a great question. There was a period of time, and product market fit is a deceptive thing, because we reached it due to an initial insight, not due to searching like other companies do. It was an initial insight to produce a product that people wanted, which is just, hey, people should be able to access the space. The result of that is we learned right around maybe after the Series A, I had led a $6 million. I had RE lead a $6 million Series A in 2014 after we had launched in New York. And right after that, like, we were doing kind of hockey stick growth for sure, growing 6, 9, 10 times a year in terms of bookings. But at some point, we didn't even know where the bookings were coming from anymore. They were just happening. And it was a crazy, crazy time. The good thing was the growth was happening. The bad thing is because we had not done thorough customer interviews and all these other things, at the time, we didn't even know where the demand was coming from and why it was happening. And so I remember it was after a Series A, and that's where we felt, wow, this is really gonna, it really has an opportunity to be something. Yeah, and you're right in saying it's deceptive, because how do you call product market fit? Is it growth per month? Is it an absolute number of users? Is it revenue target? How does that? And it's funny because you're saying we raise a Series A, and so you're saying you reach product market fit after your Series A. So what? Yeah. So your initial investors, they came in because you had traction, but you had no way to prove it. Yeah. Right. So it's, how did that discussion come around your Series A with your investors? Yeah, I mean, the question you asked me precisely was, when did you realize you had it? Yeah. But I think we had big growth then, but we were talking to a lot of people, and we needed to get people to use it and understand whether they liked it and whether they returned. So that's really what I focused on, and I focused on doing that on social networks for the most part in 2014. A Series A can mean whatever you want it to mean, but fundamentally it is the potential for a business, right? And so
at this, maybe at the Series B, at the Series C, you're like, this is not only a big market, a big product, and it could become a big business. At the Series A, you're starting to see the possibility for that. And so we were fortunate that we were able to convince one lead investor, in this case, to write that check, who had used the product. Steve Schlafman, who was at RRE Ventures at the time, is he runs an angel fund today. And really, what it was like at the time was just every week trying to grow as quickly as we can. And every week. I mean, that's right. a process of every week. Yeah, every week try to grow 8% every week. That was the objective of the business at the time, and we kept that going for a shockingly long time. That's incredible. It's incredible. And I'm thinking about another milestone. I remember, you saying, "Well, we were running out of money," and I was trying to get this going on Twitter in New York. And I had this idea of, I can't remember, was it discounts or was it credits? How did that come about? And I think that's also a crucial point in your growth, right? Do you remember that? Startups are always running out of money. So it's actually, when you're saying that to me, I'm like, which time? But the way that you run a business, for me, it was a point of trying to prove, not at that time, it wasn't even, I want to prove that people will pay for this. Yeah. I just want to prove that people would use it and come back. Yeah. And would refer it to others. And we knew we had a good brand, and we knew we represented something, and that in New York, people were starting to know what it was. And so at that time, coupon codes were the way that we did that. It's the way a lot of businesses do it. Just like Uber with your credits, and refer a friend. Yeah. But it was such a radical thing. If we had just been clear, if we just said, this is a meeting room business, use it when you need it, I think it would have become less of a consumer, it would have received less consumer attention, but probably those early customers would have been better quality. Who knows how it would have turned out in the end. But yeah, we talked to a lot of people. And even today, millions of people have used Breather, and hundreds and hundreds and hundreds of thousands of bookings. But that early consumer attention, the reason a lot of people know it from early in the day, is because of that way that we did that thing. Yep, totally. And another milestone I'm thinking about is getting Peter Thiel to fund Breather. How did that happen? I mean, that's so way it was out one there. of Peter Thiel's funds. Yeah, to clarify. So Peter Thiel has like 4 funds, right? And he has Founders Fund, which is the major fund that he runs with now, Keith Rabois and a bunch of other people. And he has Clarium, which is a private equity fund. He has a whole bunch of them. And one of them is an outside of the US fund specifically that is called Valar. And Valar is run by one sort of member of the PayPal mafia and another person from Clarium Capital. And they were early believers in the business. And it's just, we got along from the get-go. And I think when you get to a point where you're a billionaire, where you have so much money floating around, Peter was never really actively involved in the business, right? But does he even know? Does he even know that he has money in Breather? Oh, for sure. Okay. Oh, absolutely. Yeah, definitely. Okay. Yeah, he's definitely he's yeah, he would. I remember specific discussions, but the important thing for us was being validated by American venture funds and by name brand venture funds. And we always felt like we were excluded in Montreal specifically and in Canada. And so for us, getting, Class A names to believe in the business was a really big, important thing. I feel that people spend a lot of time in our ecosystem in Montreal and in Canada trying to get people in Canada to care. Yep. All of my books from previous careers and all these other things were all things that sold in the United States, and I get recognized more in New York than I do in Montreal, right? I never focused on that. And so we were always playing in a US playing field. And for me, that was real estate is a global business, and our business was going to survive in big cities. And to me, that meant New York, SF, Toronto,
and London and other cities like that. And so we had to focus on those fronts on big, more competitive areas, which was crazy and aggressive. But crazy and aggressive in this case worked with those funds, and they wanted to back us. Yeah, amazing. I mean, that's in of itself, is a quite an accomplishment. So congrats on that. Not too many startup entrepreneurs have been able to lock in this kind of these kind of VCs. So major league stuff. Great. Yeah. Then when you get the money, then you have to do the right thing with it. That's the part that's and question that comes to mind definitely is that's a big part of it. Having raised money myself, I mean, the stress that you have once the money's in the bank account is delivering on what you plan to deliver, and so I mean, you've got a big VCs in the US who are thinking about, well, you have a head office in Montreal. Where's Montreal? Why don't we move this over to New York or San Francisco? I'm thinking about Sonder as well, who want to come back, by the way. They want to set up their second head office in Montreal, which is great. How do you manage that tension with this kind of investor? And I know that Breather has New York, you have the head office here, but how do you deal with that? Yeah, so I don't know that it was that much of a thing. Okay. People invest in businesses. Lightspeed, a public company now, was invested in by Accel. Accel, like every other fund, is just looking for great businesses. And that was true then, but I think a lot of the issue is true then is even truer now, especially like in this sort of maybe virtual forever world or whatever. But the important thing is the business has to be great and the founders have to be believable. And that's actually the part that people cannot often cross. They want investors in Silicon Valley, a lot of the time historically have been like, well, I need to be able to help my businesses, and who knows if that's also checking up or whatever, but we'll call it, I want to be able to help actively. I want to be able to get there quickly, and Silicon Valley is where the best talent is. And in our case, we made economic arguments for engineering. There's a great hub for engineers in Montreal. There's great design talent, and there's great talent that is undiscovered in Montreal. As you know. And so we made our case to investors in a purely rational economic fashion. And forget about the spirit and no. It's just like you can run a great business there, which has absolutely been proven out by a lot of people. And so I think the tension that people feel is a tension of investors believing in them. And that is the bridge that really needs to be crossed. Is a founder needs to be compelling enough that someone is going to write a check into a Canadian company, even though it's not a Delaware LLC, a Delaware C Corp, or whatever. They still have that's the choice that they made, was to start it in Canada. They didn't move to Silicon Valley. That was their choice. You started in Canada. Now go ahead and bridge that confidence gap that you need to bridge. That's your job. Yeah, and that's what we want to build here in Montreal. We want founders to build the talent here, raise the talent up in Montreal, and not seeing our head offices go elsewhere. So I'm happy that we had that quick chat on that. You went through a lot in the last 7 years running that business and taking it to the next. To a scale up level. Just give us an insight on what, the top 2-3 lessons you learned in those 6-7 years. What's the most compelling for you? My God, lessons. So the lessons as a founder are, you have to have a difficult balance of doubt and conviction. Because if you have too much conviction, you go crazy. We all know entrepreneurs that have done things, and you're just looking at it and you're like, this is completely idiotic. And that turns out that they will have spent 5 years on something that was never going to get meaningful traction, right? So that's someone that has too much conviction. And then you have someone who has too much doubt, where they
are not able to believe in themselves enough to cross the bridge on that side. So I think that's one of the hardest things that you have to do is as a founder, as a CEO, at all levels, you have to manage your own mental and emotional state. It is one of the most difficult things that you could possibly do, and it's like the work of a lifetime. Yeah, easier said than done. Really, I'm just, that's why I'm saying it to you. It's versus, but every founder knows you will lie awake at night wondering about something that may or may not kill your company. It might not even be the right thing. You might have totally wasted a night for no reason, and so you will have big ups and downs. I will tell you that running a few venture-backed businesses, you kind of have ups and downs still now with this new company practice that I run, but that they're much more manageable because you've seen the craziness before, and you know that you can hire people and it'll be easier, and the talent will be of a certain caliber. You also know you can raise money a little bit easier, probably. There's a set of things that you can understand better, but the most important thing is really managing your psychology. And that is the sort of biggest lesson for anyone who works on their own or anyone who's an entrepreneur. Speaking kind of selfishly, another thing is having a big support network. Like Practice is a coaching software company that manages your practice for coaches and consultants and trainers. And the reason that we build that is because we believe that coaches are an increasingly prevalent set of people in the ecosystem, both in venture and everywhere else. Because in venture capital, startups are, the founders are fundamentally like alone. And what I see now is with the people that I do coach, is they just are so happy to have somebody to talk to and to be able to bounce ideas off of. I was just finishing a coach call a moment ago, and literally someone was saying, I asked, someone said something to me in confidence. I said, have you talked to anyone about this before? And the founder said, no, I actually have talked to nobody about this before. Mm-hmm. And so it's really remarkable how isolated you are when you manage it. So one of the most powerful things that you can do is you can have a set of mentors and a set of guides and coaches that will guide you along the path. Because otherwise, not only are you feeling an enormous amount of self-doubt, but you have nobody to bounce it against, right? Which is completely nuts. And by the way, that's going to happen for 7 years. So it's not even like for a short period of time. You have doubt like continuously forever with no one with more experience than you guiding you along the way. And if I were to do, say a third thing, the third thing that I would say is you want to try and make sure that you manage for having a real life. Because if you don't manage to have a real life along the way, you'll either have failed or you'll have succeeded, but then you'll turn around and you'll be like, wow, I have nothing left that I actually worked for. Yeah. Right. And so it's so important that you really bust your ass on what you're doing, but that you have something that you're working for that is not just your business, right? That you have something that you're doing it for and a real reason. Yeah, and a sense of purpose as well. I think that's the strongest point strongest experience I've had in entrepreneurship is having that sense of purpose, l'adéquation entre tes valeurs et ce que tu fais qui est extraordinaire. J'ai une autre question pour toi, la dernière, Julien, on en a parlé tout à l'heure, mais tu sais, comme entrepreneur, là, je pose cette question-là à tous les entrepreneurs. Qu'est-ce qui t'a rendu le plus fier quand tu regardes là, les 6 dernières années? Qu'est-ce qui ressort qui te dit que, my God, je suis tellement fier de ça? Là. Ce serait quoi là où les deux choses qui te rendent le plus fier? Ouais. Oui. Donc, je te dirais ça en anglais simplement parce que je suis plus à l'aise avec ce que je vais essayer de communiquer. Oui, parce que c'est personnel aussi. It is the diaspora of people that worked at Breather and that are now going on to do other things. Yeah. So there are founders of companies, very smart people that I believe in, who I personally invested in because I saw their work at Breather and they were crazy and they were smart.
and you can see that they're going to go build something. And so you see people that have gone on and have built all kinds of different stuff, where they've gone on to do other things as a result of the stepping stone that they were able to have, that you were able to give them. So that's part of it. Another part, working in a small team at Practice, is being able to have that sense of camaraderie again. Because it's so different at the small level with 5 people than it is at 200 people. Yeah. Right? Totally. Like, I had really good conversations with people that cleaned our spaces in New York, right? Things that really affected me and things that really changed my life. And you have conversations when there's only like 5 people in the business, and there's different types of relationships, but the relationships are really important. And then, you know, I think another thing is, no matter what happens, no matter which direction any business goes, in my case, when I reach someone, a lot of people have used Breather, like legit millions of people. And every day, maybe, or at least several times a week, I'll be meeting someone and they'll be like, yeah, I know Breather. I loved it. I used it in Los Angeles, or I used it in New York. Yeah. And it's hard to top that, because most of the work you're going to do in this world is like ephemeral, and it's going to go away. Even having written books, even New York Times bestsellers, like, I know work that you do will eventually, you know, either be forgotten or be, you know, it won't be as relevant as it once was. So there's lots of work that you're doing that doesn't really stand the test of time. So for me to have given people experiences and be able to help a lot of people and inspire a lot of people is really something that I think is going to stay with me for a long time. Yeah, and that's super gratifying, getting feedback from people who've actually used your product, and that's great. One last bit, Julian, is about your new venture. What aspirations do you have for Practice? Is this going to be another big scale up, or do you want this to be what kind of pace do you want for this business? Yeah, I mean, we're excited about, we've taken cash in already, right? And so we believe that this is a venture business, a business where you can take some cash, take capital, and exert it into the business and be able to grow really quickly. And we really believe, I think one of the biggest things about this business is you get to help people that are helpers, fundamentally. So coaches and other types of freelancers are out there really giving their everything, and be able to support them when they're alone working on their business by themselves is a super rewarding thing to do. And I get on the phone with coaches every day, and I love them, and I love being able to serve them and be able to help them do their jobs. So for me, definitely, I'm working with a lot of people that I worked with at Breather that I believed in then, and I still believe in today. Again, working with the same people. And that's because we believe we are onto something that could grow really quickly and become very big. Again, congrats. I mean, you know, I can't wait to see how Practice is going to progress. Might even want to use it with, you know, our network of mentors we're building for scale-ups in Quebec. We launched a program yesterday called Collectif Invincible, and we're going to be mentoring, you know, some of these scale-up entrepreneurs. So we might even use Practice in our own business. So congrats again, Julien, and thanks for taking 30 minutes of your time to share your experience with us. I hope to you know, to bump into you eventually, you know, when we can start networking again in the real world. Yeah. So thanks again. Good luck with Practice, and hope to chat. Thank you very much. Take care. Yeah, thanks for having me. Ciao, Julien. Bye. Amira. Oui, comment tu vas? Ça va très bien, et toi? Ben oui, super. Ouais, c'est super comment tu as trouvé intéressant. ça avec Julien, là? C'était vraiment, vraiment très intéressant. C'est toujours inspirant d'entendre d'autres entrepreneurs, surtout avec des histoires comme celle-ci qui sortent quand même de l'ordinaire. Donc, non, c'était inspirant. Oui, ben c'est ce qu'on souhaite faire. Et puis on a, tu vois, là, Julien est en train de repartir un autre business, fait qu'il recommence le cycle. Puis tu sais, le cycle du début, au début du cycle,
l'aspect camaraderie des débuts est extraordinaire. Tu sais, ça, c'est vraiment une étape que toi, tu as vécue d'ailleurs. Puis, ben, je suis content, Amira, que tu te joignes à nous aujourd'hui. Amira qui a parti Bridger comme cofondatrice. Rappelle-moi la date de fondation de Bridger. Le 21 mars 2016. 2016, c'est ça. J'avais 2017, mais 2016 en tête. 2016, et puis cofonder ça. Jeune entrepreneur dans un milieu B2B, on va en parler un peu là, de ton secteur puis de tes clients. Aussi maintenant membre du CA de Bonjour Startup, donc bienvenue parmi nous au CA de l'organisation. Très, très heureux de t'avoir avec nous. Oui, merci, Donc, je suis très heureuse d'y être. Cool. Puis on a un beau CA, je suis très content de ce qu'on a monté. Parle-nous de Bridger. Puis qu'est-ce qui t'a mené à lancer Bridger en 2016? OK. Mais alors, pourquoi on a lancé Bridger? Pour une raison assez simple, c'est que je me suis retrouvée à faire je terminais une maîtrise, je me suis retrouvée à faire beaucoup de recherches et à vraiment visiter beaucoup d'entreprises. Puis beaucoup d'entre elles étaient des entreprises manufacturières. Donc, j'ai découvert le monde des chaînes de production à ce moment-là. Et donc, je passais d'une entreprise à l'autre et j'ai un background en génie informatique. Donc, je suis ingénieure en informatique. Et à chaque fois qu'on allait quelque part, ça me surprenait comment la technologie n'était soit pas du tout utilisée, soit très mal utilisée, il y avait une incompréhension un petit peu de tout ce qui existait. Et donc, on a vraiment créé Bridger pour littéralement bridge the gap entre ce monde manufacturier puis tout le monde technologique qui est florissant. Il y a tellement de belles choses qui se font, mais il y avait un gros gap donc peut-être de compréhension ou enfin, je sais pas, je pense que c'est de la compréhension et donc qui n'était pas utilisé. Donc, on s'est dit, qu'est-ce qu'on peut faire pour ne pas juste lancer une plateforme pour générer des mandats ou des contrats à des fournisseurs comme il y en avait plein d'autres, mais vraiment de pouvoir aider l'entreprise à répondre à 2 questions simples qui étaient quoi faire et avec qui le faire. Donc, c'est vraiment comme ça qu'on a créé Bridger. Puis aujourd'hui, Bridger, on se définit un petit peu comme un engin de recommandation au final. On va aider l'entreprise à s'auto-évaluer, à savoir c'est quoi son niveau de maturité technologique et à identifier les gaps où elle peut vraiment avoir des retours sur investissement intéressants pour que l'entreprise puisse devenir l'entreprise du futur. C'est ça ce qu'on dit aujourd'hui. Puis en fait, pérenniser l'entreprise puis avoir une belle croissance. C'est un petit peu ça. Super. Puis, parle-nous un peu de ton cofondateur. Donc, vous êtes 2 à avoir parti ça. Comment vous vous complémentez? Comment vous êtes arrivés à vous associer? Écoute, on avait déjà travaillé ensemble sur d'autres projets. Donc, moi, j'ai grandi et j'ai vécu en Algérie. Puis, j'étais la détentrice de la licence des TEDx Alger. Donc, on avait organisé le premier TEDx là-bas. Et on s'est rencontrés dans ce cadre-ci où on avait une équipe de à peu près 16 personnes sur 3 pays différents qui organisaient l'événement en Algérie. À ce moment-là, j'étais à Montréal déjà. Donc, on a commencé à travailler ensemble. Et au moment où l'idée était un petit peu dans ma tête pour l'entreprise, je ne savais pas que ça allait s'appeler Bridger à ce moment-là. J'avais appelé Mehdi, puis j'avais dit, écoute, est-ce que ça te tente de se lancer dans cette aventure avec moi? Il était basé en France à ce moment-là. Puis il a juste décidé de venir et il est venu à Montréal pour qu'on tente l'expérience. On est très similaires sur la vision, mais très différents sur ce qu'on fait et comment on le fait. Donc, je pense qu'on est très complémentaires. On ne voit pas les choses de la même manière. Moi, je suis très... comment dire, moi j'aime bien foncer puis essayer les choses et puis lui il est beaucoup plus analytique et puis il prend le temps de plus réfléchir, donc ça aide bien le duo à un petit peu équilibrer. Toi, tu es plus la fille de développement d'affaires, tu es plus à l'externe, partenariat, développement de clientèle, puis lui est plus dans les processus, développement de la plateforme, j'imagine, ça doit être ça? Oui, lui, c'est vraiment le côté technique, créatif, où il faut vraiment s'assurer qu'on fait quelque chose
dans nos clients vont vraiment avoir de la valeur ajoutée. Puis moi, je vais parler aux clients. Cool, mais ça prend les deux. Oui. Si je vois souvent des startups qui démarrent avec le même profil, 4 ingénieurs ensemble, qui sont tous des techies. C'est dur. C'est dur. Nous, on a une particularité, c'est que je suis ingénieure en info et j'ai une maîtrise en management. Et lui est aussi des bacs en informatique et en mathématiques et une maîtrise en marketing. Donc, on se comprend, c'est-à-dire j'ai un cofondateur CTO qui fait aussi du marketing. Et puis, moi, je parle aux clients, mais je peux aussi faire de la modélisation et discuter de la structure de nos bases de données. Donc, c'est aussi très intéressant pour nous parce qu'on peut se parler aux deux niveaux et se comprendre quoi qu'il arrive. Donc, ça aide quand même pas mal d'avoir… Oui, c'est mon CTO, mais il comprend le côté marketing. Donc, il comprend que c'est le client d'abord et non pas la tech d'abord. Donc, c'est aussi… je pense que c'est ce qui est aussi une de nos forces. Absolument. Vous êtes deux associés pas mal éduqués, bardés de diplômes. Fait que ça fait des gens assez bien formés, well-rounded, comme on dit en anglais. Parle-moi de ton financement. Comment vous êtes financé jusqu'à date? Avez-vous eu du seed money, de l'argent d'amorçage? Vous générez des revenus? Quelle est la proportion là, de tout ça? Là? Alors, on a bootstrappé au début un petit peu comme tout le monde, mais on a fait un pre-seed. Donc, en 2018, on a réussi à chercher de l'argent de VC qui nous a aidé vraiment à focuser sur le bon développement parce qu'on est quand même dans une industrie qui est très lente. Il y a beaucoup d'éducation à faire, il y a beaucoup de… c'est du B2B avec, dans le domaine manufacturier, PME. Donc, ça prend beaucoup plus… Ça prenait du temps pour vraiment s'assurer que les entreprises ou les utilisateurs vraiment ont la bonne valeur. Donc, on a fait un pre-seed. Bien sûr, on a commencé on a généré des revenus. Donc, vraiment, on compense aujourd'hui. On fait partie en ce moment de la cohorte de Techstars Montréal AI, ce qui nous a rajouté aussi du financement il y a quelques mois. Donc, aujourd'hui, on balance entre donc le financement qu'on a eu, nos revenus, et on prépare une ronde de financement, mais pour 2021. Donc, c'est un petit peu où on en est aujourd'hui. Très bon, très bon. Fait que vous avez déjà une validation Oui. d'investisseurs, ce qui est très bien. Et puis, on a fait un petit peu comme ce que disait Julien, dans le sens où on n'a pas les gros VC que Breeder a eu au début, mais notre premier VC était américain aussi. Et puis, ça nous a beaucoup aidé par la suite à aller générer de l'intérêt ici à Montréal. Puis parle-nous un peu de ta clientèle. Parce que toi, tu as plusieurs usagers, en fait. Là. Donc, et qui paye pour ce service-là? Puis comment ça vous a affecté la pandémie? Parle-nous un peu de ça. Alors, avant la pandémie, on était vraiment un marketplace où une entreprise manufacturière va venir faire une demande d'expertise. On la met en lien avec des fournisseurs. Ils travaillent ensemble et Breeder a une commission sur le projet. Une marketplace le plus typique, un petit peu vraiment très basique sur le fonctionnement derrière. Au moment de la pandémie, on a eu beaucoup de clients manufacturiers qui ont arrêté leurs projets, qui les ont gelés, surtout qu'il y a beaucoup de domaine de l'aéro à d'un coup décidé de tout geler en disant « OK, on va d'abord voir ce qui va se passer et ensuite on va continuer ». Donc, il y a eu beaucoup de projets, on a vu beaucoup de projets s'arrêter ou en mode on va attendre un moment avant de lancer. Donc, nous, on s'est dit bon, qu'est-ce qu'on a, qu'est-ce qu'on fait? Et nous, on avait un marketplace puis des centaines de fournisseurs qualifiés. Et on s'est dit, tous ces fournisseurs sont en train de pivoter. Il y a plein d'autres PME qui ne sont pas manufacturières qui en ce moment ont vraiment besoin d'aide, mais basique. Donc, le work from home, la gestion de leur infrastructure à distance, des choses assez basiques.
Donc, est-ce qu'on ne peut pas aider, nous aussi? On voulait vraiment aider et faire quelque chose. Donc, on a créé une clinique de digitalisation où n'importe quel PME. On a eu beaucoup de restaurants, on a beaucoup eu d'entreprises de services, services de nettoyage, services à domicile, des choses comme ça qui nous ont contactés pour des choses comme comment je fais pour mettre toutes mes équipes en travail à distance, comment je gère mes personnes, comment je mets un module de paiement sur mon site web. C'était vraiment des choses assez basiques. Et on s'est rendu compte que nos clients manufacturiers, leur problème, c'est qu'ils étaient aujourd'hui perdus. Ils ne savaient plus si les projets d'innovation qu'ils devaient faire étaient toujours les bons ou pas. Est-ce que c'était quoi en fait là? Ils savaient, tout le monde parle d'accélération de la digitalisation, mais ce qui c'est le plus accéléré, c'est les choses de base de la TPE, de toutes les entreprises qui n'avaient même pas de site web, qui sont accélérées. Les plus grosses se sont posées beaucoup de questions sur, OK, est-ce que je vais dans la bonne direction ou pas? Et je trouvais ça bien parce qu'on sortait du discours marketing de la transformation digitale. On ne voulait plus faire ça parce que c'est joli à dire et puis ça fait joli pour notre marketing, mais vraiment parce que ça devenait une question de survie pour l'entreprise, pour sa croissance et ainsi de suite. Donc là, on s'est dit, OK, on a un petit peu nous aussi réorienté notre roadmap R&D. Et on a réussi à sortir beaucoup plus vite que ce qu'on voulait un index de maturité digitale qui est aujourd'hui gratuit et disponible. On a travaillé avec l'Université Polytechnique ici, un chercheur en France. Donc, il y a eu toute une équipe qui s'est mise en place. Puis, en 2 mois et demi, on a tout rechangé et réussi à sortir un index qui, aujourd'hui, on le voit vraiment comme un score de crédit. Mais c'est un score digital pour l'entreprise. Donc, on a vraiment développé ça parce qu'on s'est rendu compte que les entreprises avaient vraiment besoin de savoir elles en étaient où déjà. C'est quoi le potentiel de développement qu'elles avaient et où la technologie venait s'insérer. Donc, on a vraiment développé ça, puis on est capable aujourd'hui de donner des recommandations. Et puis, lorsqu'on a besoin d'expertise externe, le maillage se fait. Donc, c'est un petit peu l'évolution qu'on a eue. On s'est adapté aussi. Je pense que les 2 premiers mois de la pandémie, j'ai jamais autant travaillé de ma vie. C'était de 6 heures à 6 heures du matin à 1 heure du matin non-stop. Mais bon, c'est ce qu'il fallait. Oui, puis vous êtes passé au travers, tu sais, maintenant que vous êtes passé au travers de cette pandémie, là, on est plus dans une perspective de relance. Ouais. C'est quoi pour vous, là, les perspectives de croissance là, pour la suite, là, pour Bridger? Là? Comment ça se passe? Là? En fait, ça se passe. Sincèrement, je pense qu'on fait partie des chanceux parce qu'on est aussi dans un domaine, c'est-à-dire que la transformation digitale, on en parle beaucoup aujourd'hui, mais on faisait ça avant la pandémie. Donc ça aussi, ça nous a beaucoup aidé. Donc, on n'avait pas une légitimité à gagner, elle était déjà là dans ça. Les objectifs de croissance, c'est vraiment je dirais, on continue à développer plein d'outils pour faciliter la vie des entreprises et des PME. On pense que notre vision, c'est vraiment de faire en sorte que les entreprises n'aient plus à réagir à des crises comme celle qu'on a eue, mais qu'elles puissent prévenir les choses. Et donc, qu'elles aient les outils qui leur permettent de voir les choses arriver, mais aussi de s'éduquer, de savoir c'est quoi les différentes étapes, de se comparer aussi, de se comparer aux autres entreprises de leur industrie, d'avoir des guidance au final, des guidance permanentes qui évoluent avec elles. C'est pour ça que j'ai parlé de score de crédit. Notre maturité, ce n'est pas juste un chiffre, c'est quelque chose qui évolue avec l'entreprise. Et vraiment de pouvoir, c'est ça, de pouvoir aider au maximum beaucoup de PME, puis qu'on n'en ait pas qu'ils aient à fermer à la prochaine crise, mais qu'elles soient prêtes et puis qu'elles puissent continuer à développer, à innover. Donc, c'est un petit peu ça ce qu'on veut faire. Puis parle-moi d'expansion géographique. Oui, alors, nous, 2020, c'était l'année où on devait ouvrir une filiale. Je me souviens, tu m'en avais parlé, je te pose la question. En Afrique. Il y a une pandémie qui est arrivée depuis ce temps-là. Donc,
Exactement. Ben, en fait, on a continué. On a fait ça différemment. C'est-à-dire tous nos voyages se sont arrêtés, mais le travail ne s'est pas arrêté. Dans le sens où, comme toutes les personnes devaient rester là où elles sont, les meetings virtuels, ben, c'était beaucoup plus facile de les faire. En ce moment, Yann, une des personnes de mon équipe, est en Côte d'Ivoire. Donc, nous, en termes d'expansion, on était vraiment de plus en plus en Afrique et on devait ouvrir une filiale soit au Sénégal, soit au Maroc. C'est toujours d'actualité. On n'est pas encore allé signer les papiers, mais beaucoup des clients en fait, avec qui on était déjà en train de travailler ont mis pause au début à leur projet, mais ils ont pour la majorité repris ce mois de septembre. Donc, ils avaient tous dit à la rentrée, on va le faire. Et on voit une accélération encore plus grande là-bas parce que le besoin, il est encore plus grand de faire de la production locale pour des pays qui avaient déjà l'habitude d'aller chercher beaucoup de choses à l'international. Et l'expertise canadienne est super bien vue. Donc, d'aller chercher des experts, des consultants, des fournisseurs canadiens, il y a beaucoup, beaucoup de pays. C'est ce que je dis à beaucoup d'entreprises, c'est ne pensez pas que votre affaire, là, c'est pas juste au Québec, c'est pas juste au Canada, c'est pas juste en Amérique du Nord. On a tendance à penser à l'Europe, mais il y a beaucoup d'autres pays sur cette planète qui ont vraiment besoin d'expertise comme ça et qui ont les financements parce qu'ils reçoivent du financement de la Banque de développement, de la Banque mondiale, et c'est exactement pour faire de la transformation digitale, pour améliorer des choses. Donc, il y a un énorme potentiel et le Canada est bien positionné pour répondre à tout ça. J'y crois. Puis tu sais, c'est une tendance qui est très forte. Quand Liette et moi, on est allé à Stockholm, Amsterdam, on a croisé plusieurs hubs, fonds d'investissement et start-up qui avaient les yeux sur le marché africain. On a même croisé un hub du type Notman qui s'installe en Afrique. Donc, j'entends de plus en plus parler de projets de collaboration. C'est pas juste on débarque puis on implante notre truc, mais une collaboration avec des business là-bas. Donc, oui, je peux comprendre pourquoi tu dis que tu as un potentiel énorme là-bas. Là. Il y a un upswing important en termes de digitalisation qui est là, qui existe. Et peut-être que je ne sais pas si ça peut aider, mais pour les entrepreneurs québécois, il y a la délégation du Québec qui est installée au Sénégal, qui est installée au Maroc, par exemple. Vraiment, ils ont leur bureau là-bas, contrairement à d'autres pays où ils sont associés avec l'ambassade du Canada. Mais ça aide vraiment. Ils sont exceptionnels et ils peuvent vraiment ouvrir beaucoup de portes. Donc, même là, vous n'y allez pas tout seul. Oui, c'est ça. C'est ça. Puis, on a vraiment un réseau de délégations et de consulats qui veulent nous aider, qui veulent travailler avec les startups. Fait que, parle-moi un peu de... tu sais, j'aime toujours aborder la question de la culture d'entreprise, la culture de startup. C'est quoi? Comment tu décrirais votre culture? Puis comment tu recrutes les gens autour de cette culture d'affaires que vous avez chez vous? Je dirais qu'elle est très multiculturelle chez nous. En plus, on a la moitié, on est 12 aujourd'hui, dans 7 personnes ici au Québec, puis le reste soit en France, en Afrique ou en Turquie aussi. Donc, on a vraiment des gens un petit peu... OK. Oui, c'est varié, là. C'est très varié. Oui, j'ai 4 time zones à gérer. Le changement d'heure n'a pas aidé, je peux vous le dire. Mais donc, c'est très varié. Mais sincèrement, ça se passe très bien. Je pense que notre culture d'entreprise, il y a 2 choses qui sont très importantes. C'est vraiment la transparence et l'honnêteté de se dire quand ça va pas, ça va pas. Quand il y a quelque chose qui va bien, ben, ça se passe bien. Puis on essaye d'avoir, avec mon cofondateur, cet espace qui est un petit peu safe pour que tout le monde puisse un petit peu dire les choses comme elles viennent. Et l'idée, c'est vraiment, on est en train de construire quelque chose à zéro. Hein, donc, on est une start-up, donc c'est d'essayer de faire le mieux possible en sachant prendre des risques, mais aussi en supportant tous ces risques, parce que c'est pas tout le monde qui arrive à supporter les risques liés à une start-up et les changements. Donc, pour nous, je pense que c'est de l'ouverture, de l'honnêteté, de l'excellence et avoir un espace où on est plus que juste des collaborateurs en train de travailler ensemble, mais des amis, des personnes qui peuvent échanger sur tout et n'importe quoi. Je pense que c'est ça qui est le plus important.
Tu es à l'aise, quand on parle d'ouverture, tu es à l'aise avec le débat, les gens qui remettent en question potentiellement des stratégies là, que tu aurais. Ah bah oui, et puis moi, mon équipe, ils aiment bien remettre les choses en question. Ah ben, c'est très bien. Non, Très on bien. a cette ouverture, chacun, c'est sûr que l'idée, c'est de le faire dans le respect de la vie de tout le monde, mais oui, l'idée, c'est que chacun puisse un petit peu remonter les questions qu'il ou elle a, pourquoi il ou elle pense que c'est pas ce qu'on devrait faire ou ce qu'on devrait faire, parce que les personnes qu'on recrute, on les recrute parce qu'on pense qu'ils sont meilleurs que nous dans certaines choses. C'est ça ce que j'ai appris, c'est que toutes les personnes que j'ai dans l'équipe, j'estime que dans leur domaine, elles sont bien meilleures que moi. Et d'ailleurs, je dirais coucou à Myriam qui est, je pense, qui est là, qui gère notre communication, mais je pense qu'ils sont vraiment... Donc, le fait qu'ils puissent avoir leur mot à dire sur ce qu'on fait est aussi important parce qu'ils sont censés apporter quelque chose que je ne vois pas ou que Mehdi ne voit pas. Et on a de temps en temps des débats, je pense que j'en ai tous les jours, des débats sur quoi on devrait faire X et pas Y et comment améliorer notre stratégie. Mais tu sais, des fois, il faut que tu mettes ton pied à terre parce que si on débat, puis ça tourne en rond, ta job, toi aussi, comme CEO, c'est mettre le pied à terre, dire, regarde, là, oui. on a assez fait le tour, là, puis on tranche. Tu es à l'aise avec. Moi, j'ai pas de problème à faire ça. Et en fait, je pense que c'est ça ce qui est sain dans la culture, c'est que tout le monde débat, mais au final, il faut prendre une décision. Et oui, ça m'arrive de temps en temps de dire, écoutez, peut-être que tout le monde n'est pas d'accord, mais on va commencer par tester ça, et ensuite on va voir comment les choses vont avancer. Mais je pense que c'est ça ce qui est important, et puis c'est un petit peu ça le rôle du CEO, mais aussi de tous les cofondateurs, c'est de savoir laisser l'espace à l'équipe de faire en sorte que l'entreprise soit la leur aussi. C'est l'esprit de camaraderie. Moi, je veux que tout le monde, Access Bridger, c'est pas juste moi et Mandy aujourd'hui, c'est toute l'équipe. Mais en même temps, de pouvoir dire d'accord, mais les informations qu'ils nous donnent, ou moi je marche beaucoup à l'instant, on va commencer par faire ça. Et je pense que d'avoir cet espace de communication fait que même quand je le fais, ça ne dérange pas parce que tout le monde comprend. On comprend pourquoi on va commencer par faire ça, et pourquoi on doit à un moment donné dire écoutez, stop, et puis on y va là. Mais ça ne me dérange pas. Très bien. C'est une belle qualité. Ça prend l'humilité humilité et maturité pour pouvoir opérer comme ça. Deux petites questions rapides en rafale. Qu'est-ce qui t'empêche de dormir? C'est beaucoup de choses en ce moment. Donne-moi-en une. C'est quoi la chose qui t'empêche de dormir? Là? Pour Bridger, en tous les cas, en ce moment, c'est vraiment m'assurer que mon équipe aille bien parce que je pense que les dernières semaines ont été difficiles pour tout le monde. Puis tout le monde a quand même travaillé à fond les derniers mois. Et on a ressenti une fatigue ces dernières semaines, un petit peu chez tout le monde. Vous n'êtes pas les seuls. En fait, c'est ça. Donc, c'était quelque chose aussi d'assez difficile à gérer et de trouver la bonne balance aujourd'hui. Parce qu'au début du lockdown, on était tous à fond. Aujourd'hui, avec tout ce qui se passe, ça baisse un petit peu. Donc, d'arriver à trouver la bonne balance entre quand push et puis quand savoir dire, bon là, il faut ralentir un petit peu, je pense que c'est quelque chose aujourd'hui qui me prend beaucoup d'espace mental parce que c'est ça ce qui fera que l'équipe pourra bien travailler, qu'on pourra livrer, puis qu'on pourra le mieux possible atteindre nos objectifs. Absolument. Dernière, on termine là-dessus, puis je te remercie encore d'avoir pris le temps avec nous, Amira. Merci. Message à lancer aux autres entrepreneurs à Montréal. Qu'est-ce que tu aimerais dire à tout le monde dans l'écosystème qui a une business puis qui doit passer à travers de cette pandémie? De ne pas lâcher, sincèrement, de ne pas lâcher et de continuer à se battre pour les choses qu'on pense sont les bonnes choses à faire.
Et je sais que c'est des temps quand même assez... la fatigue, comment ils appellent ça, de lockdown fatigue, touche tout le monde, de ne pas se sentir seul, parce que c'est facile pour un entrepreneur de se sentir seul, d'avoir l'impression qu'il n'y a que lui ou elle qui est fatigué. Et ce n'est pas le cas, de partager, de communiquer, puis de surtout pas lâcher. Je pense qu'à Montréal, on a aussi eu on a l'opportunité de pouvoir faire beaucoup de choses. Donc, d'avancer, de collaborer aussi et oui, de ne pas lâcher. Hein. C'est aussi simple que ça, de continuer de sourire et d'essayer de continuer à réaliser les choses qu'ils pensent être justes pour eux. Absolument. Puis, tu sais, dans ton implication dans Bonjour Startup, tu vas être appelé à réfléchir de plus en plus aussi à l'écosystème. Tu sais, puis comment est-ce qu'on va améliorer la collaboration dans notre écosystème. Donc, c'est pour ça que je te posais cette question-là en dernier pour que justement, que t'ouvrir dans ce champ de réflexion-là. Ouais. Et tu sais, moi, je suis convaincu qu'on a ce qu'il faut à Montréal pour développer un écosystème fort avec des entrepreneurs comme toi, Mira, tu sais, qui est jeune, qui est déjà une pensée de croissance à l'international. Donc, merci encore de t'être prêté au jeu. Merci d'être passé ici. Et puis, au plaisir de collaborer sur le CA de Bonjour Startup dans les prochaines semaines. Je pense qu'on se voit la semaine prochaine. Et puis, je te souhaite bonne continuation, puis succès en Afrique. Écoute, merci beaucoup, Patrick. Et puis, bon courage à toute l'équipe de Bonjour Startup et à tous les entrepreneurs. Ne lâchez pas. Cool. Je vais faire un petit mot de la fin. Merci, Mira. Donc, mercredi 11 novembre, près de 3 heures, on se retrouve, merci d'avoir été là, on se retrouve le 25 novembre avec 2 invités. On a Marina Pavlovich-Rivas, donc fondatrice de Eli Health, et on a également Kyle Boulay, cofondateur de Buzz.com et aujourd'hui entrepreneur en résidence, notamment avec Bonjour Startup. Donc, très heureux d'avoir ces 2 invités-là. En attendant, la semaine prochaine, on célèbre la Semaine mondiale de l'entrepreneuriat et on va lancer un appel à témoignages aux entrepreneurs. Donc, racontez-nous votre histoire. Dites-nous quand vous êtes rendu compte que vous étiez entrepreneur, s'il y a eu un moment précis. On va vous envoyer les détails dans le recap de ce webinaire. Vous allez pouvoir voir les détails pour justement, le lien vient d'être laissé ici dans l'espace de conversation. C'est sur le site de Bonjour Startup, mtl.ca, témoignage, je suis entrepreneur. Donc, n'hésitez pas à venir déposer vos témoignages la semaine prochaine durant la Semaine mondiale de l'entrepreneuriat. Sur ce, je vous souhaite une belle semaine, bonne continuation et on se reparle le 25 novembre avec Marina et Kyle. Salut tout le monde. Ciao.